Bonsoir à tous. Merci infiniment de cette invitation. Je commencerai par excuser mon collègue Pascal Beauvais, professeur à la Sorbonne et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rapporteur d'un prochain avis de la Commission des droits de l'homme sur la liberté de la presse, qui, lui, a succombé au virus, mais il vous envoie toute sa sympathie. Donc, je vais intervenir en tant que professeur de droit, puisque la CNCDH est une institution de la République, et qu'on ne parle que lorsqu'on a un mandat de l'institution. Il se trouve néanmoins que cela fait quelques années que je suis membre de la CNCDH. Je vois dans la salle une ancienne présidente et que je suis vice-présidente depuis 6 ans. Alors, pourquoi est-ce que vous avez sollicité une personne plutôt intéressée aux droits humains pour traiter de ce sujet, peut-être pour ouvrir la soirée? Bien, tout simplement parce que, évidemment, la Commission des droits de l'homme s'intéresse à la liberté de la presse. Ça a fait l'objet d'un prix des droits de l'homme de la République française en 2017, qu'il y a eu plusieurs avis de la CNCDH sur la liberté de la presse, un avis sur la protection des sources, l'un des rares où la ministre de l'époque nous avait saisi d'une demande d'avis, un avis sur la haine en ligne, un avis plus récent sur la sécurité globale et, comme je viens de vous l'indiquer, un avis à venir sur la liberté de la presse et qui a déjà fait l'objet d'un colloque qui a eu lieu au mois de novembre dernier dans le grand amphithéâtre du journal Le Monde. Alors pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Évidemment, les enjeux sont colossaux. Je crois qu'on aurait pu quasiment s'arrêter aux deux films qui étaient vraiment très, très, très parlants. Évidemment, la liberté de la presse est une liberté fondamentale. Et c'est une liberté fondamentale qui n'est peut-être pas tout à fait comme les autres. Elle est évidemment reconnue par tous les textes, qu'ils soient internes, européens ou internationaux. Mais c'est une liberté, vous savez, les libertés fondamentales, elles s'épaulent mutuellement. Et le Conseil constitutionnel lui-même, dans une décision de 1984, parlait de la liberté de la presse comme une garantie essentielle du respect de tous les autres droits. Donc, c'est un peu comme l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est une garantie du respect de tous les autres droits fondamentaux. Alors, c'est garanti en France depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vous connaissez tous la loi de 1881. C'est également garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, qui, contrairement à ce que peuvent penser encore certains, il ne s'agit pas d'un droit étranger, le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, ça fait bien partie de l'ordonnancement juridique français. Et donc la Convention européenne des droits de l'homme, comme les textes internationaux, protège la liberté de la presse. Et la Cour européenne des droits de l'homme a des mots extrêmement forts, puisqu'elle parle des journalistes comme des chiens de garde d'une société démocratique. Ce sont des protecteurs d'une société démocratique, et d'ailleurs, ça n'est pas anodin de s'apercevoir que lorsque les États vacillent, les premiers qui en sont victimes des perturbations, eh bien, ce sont les journalistes. Et viennent ensuite souvent les juges et puis un peu les professeurs. On a des exemples récents qui malheureusement en témoignent. Et pour la Cour européenne des droits de l'homme, il y a vraiment une importance de garantir un droit à une information rigoureuse et pluraliste. Et c'est ce qu'elle souligne dans de très nombreux arrêts donc de cette Cour pour protéger la société démocratique. Et la France, évidemment, n'est pas à l'abri, on vient de le voir dans les deux films. Dans le classement de Reporters sans frontières, la France est à la 34e position. Et Reporters sans frontières ne cesse de souligner les difficultés qu'ont les journalistes pour travailler correctement, au point qu'il a été publié un guide de défense des journalistes, une espèce de vade-mecum. Que faire lorsqu'il y a une perquisition dans un journal? Que faire si vous êtes appelé pour témoigner ou quand vous êtes plus directement en garde à vue? Alors la liberté de la presse, comme tous les droits fondamentaux, toutes les libertés fondamentales, elle n'est jamais acquise. C'est une lutte permanente. Je crois qu'il y a un intervenant qui viendra tout à l'heure qui ouvre un ouvrage sur le bien commun. C'est important de reconnaître l'information comme un bien commun. Il y a eu une déclaration initiative pour l'information et la démocratie en 2018 qui a été signée par de très nombreux États, qui a insisté sur le fait que l'information est un bien commun et qu'il est de la responsabilité des États de s'assurer du respect de cette information pluraliste, indépendante et intègre. C'est véritablement le point central si on veut penser une sorte d'écosystème d'une information, je dirais, durable et équitable. Alors, les risques
pour cette liberté de la presse, ils sont nombreux. Ils le sont d'autant plus lorsque l'on est évidemment en période électorale, puisqu'il appartient aux journalistes de nous alerter sur les comportements, sur les agissements également des dirigeants politiques et de nous délivrer une information totalement intègre et sincère sur les programmes des différents candidats. Alors les risques sont nombreux. La soirée, je crois, est plus spécifiquement ciblée sur la question du pluralisme des médias, parce que le pluralisme des médias, c'est ce qui assure leur indépendance et la qualité de l'information au final. Vous le savez, il y a en ce moment une commission sénatoriale sur la pluralité des médias, et je crois d'ailleurs que vous avez été auditionné devant cette commission sénatoriale. C'est évidemment extrêmement important d'assurer ce pluralisme, d'assurer la transparence de ces différents groupes, assurer la publication des comptes des groupes de presse, ce qui n'est pas toujours fait, pas souvent, assurer la transparence sur les accords que ces groupes de presse peuvent conclure avec les GAFAM, qui sont complètement mystérieux alors qu'il y a des transferts d'informations et de ressources publicitaires, ce qui était quand même assez hallucinant. Et si on parle des GAFAM, il y a évidemment toute la réflexion qui a nourri d'ailleurs un rapport sur les lumières à l'ère du numérique, sur les difficultés de l'information ou de la mésinformation, désinformation, fake news, tout ce que vous voulez, dans l'univers numérique, qui pose des véritables problèmes d'ingérence numérique étrangère pour une désinformation qu'on a vue au moment des élections américaines et qu'on risque d'avoir en France également aujourd'hui, et qui crée ce que le rapport Bonner appelle un véritable chaos informationnel. Alors, ce n'est pas à moi de définir les pistes de réflexion. Elles sont en discussion en ce moment à la Commission des droits de l'homme, mais évidemment, et ça a été dit et maintes fois répété depuis pas mal de temps, une révision de la loi Bloch de 2016, une vraie réflexion sur la notion de concentration, une révision sur ce que l'on entend par actionnaire majoritaire, penser la notion d'actionnaire majoritaire de fait, repenser l'attribution des subventions publiques, qui constituent, je crois, jusqu'à un quart du chiffre d'affaires des grands groupes de presse, indépendamment de leurs ressources financières par ailleurs, conditionner, pourquoi pas, et ce serait important, conditionner l'attribution de ces subventions au respect d'un minimum d'obligations, l'investissement dans l'innovation, mais aussi le respect de la charte de Munich, c'est-à-dire vraiment l'obligation de respecter, je crois qu'il y a des droits et des devoirs, et c'est important de lier les droits et les devoirs, respect de la vérité, obligation de rectifier dès lors qu'une information s'avère fausse, ce dont on peut rêver aujourd'hui. Assurer la protection des journalistes, les sources, la protection des sources évidemment, pourquoi pas reconnaître une personnalité morale à la société, au syndicat français des journalistes, pour éventuellement une possibilité d'action en justice, plutôt en matière puisque je suis processualiste. Voilà, les pistes sont extrêmement nombreuses, mais en tant que professeur de droit, je finirai par une piste qui me semble quand même fondatrice et centrale, c'est véritablement travailler à la culture des droits. Et la culture des droits, la culture de droit à l'information, pour que chacun comprenne ce que c'est que le droit à une information indépendante et totalement intègre. Je vous remercie.